je suis venue vous présenter aujourd'hui, survoler un petit peu la question des marquages sur les emballages à l'issue de la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été votée en février 2020 et qui engendre de nombreuses nouvelles obligations en matière de marquage. Et il m'a semblé important de venir vous les présenter, puisque les fabricants, qui sont essentiellement ici, ne sont pas toujours informés de par leurs producteurs, de par leurs clients, des obligations. Et c'est très important que toutes ces matières-là soient connues. Alors, tout d'abord, pour me présenter, alors là, du coup, ça doit être un petit peu petit. Je pensais que ce serait affiché en plus grand. Donc je suis Christelle Chancrin, je suis juriste d'affaires et fiscaliste de formation. J'accompagne les metteurs en marché sur leurs problématiques en filière de responsabilité élargie de producteurs, en éco-déclaration, en éco-contribution depuis plus de 20 ans. Et j'ai fondé le cabinet ECUB Conseil, expertise économie environnement, en 2005. Et j'ai une équipe, on n'est pas au complet sur cette photo. J'ai une petite équipe, nous serons 9 à la fin du mois. Voilà. Alors, que fait ECUB Conseil? Donc, comme je vous le disais, c'est un cabinet entièrement spécialisé dans les problématiques de filière de responsabilité élargie de producteurs. Je vais vous en parler un petit peu plus. On travaille en France et en Europe, sur l'intégralité de l'Europe, 33 pays au total. Je fais intervenir au sein du cabinet des experts scientifiques, des juristes, des designers, des ingénieurs. Voilà, nous sommes certifiés ISQ, OPQCM, qui est l'organisme de qualification des cabinets d'ingénierie et de conseil, et nous sommes référencés auprès de l'ADEME pour notamment les diagnostics emballages que nous pouvons prodiguer auprès de nos clients. Donc, comme je vous le disais, nous intervenons partout en Europe. Toutes les zones colorées sont les pays dans lesquels nous intervenons. Donc, sur toutes les problématiques REP, puisque la REP, nous allons le voir, la REP, responsabilité élargie du producteur, je vais le redire plusieurs fois, donc se souvenir de cet acronyme. Voilà, alors aujourd'hui, je suis venue vous parler, d'abord, je vais vous faire un rappel de ce qu'est le principe de la responsabilité élargie du producteur, parce que de là découlent toutes les obligations que nous allons voir ensuite. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la loi AGEC et de deux décrets importants, un arrêté et un décret important visant les marquages. Je vais vous parler de le calendrier, c'est-à-dire dans quel délai vous allez devoir, je dis vous, les metteurs en marché, les fabricants d'emballage, vous mettre en conformité par rapport au marquage. Et je vais vous présenter quelques exemples de marquages qui sont déjà développés et mis en œuvre par les éco-organismes. Et je finirai par les sanctions très brièvement, puisque à obligation est égale sanction également en cas de non-conformité. Alors, le principe des filières REP en France, mais on peut dire aussi en Europe, est le principe de l'éco-contribution. La responsabilité élargie du producteur signifie qu'il est fait obligation à toute personne qui met sur le marché des produits et des emballages à destination des consommateurs doit pourvoir ou contribuer à la fin de vie des produits ou des emballages, je dirais, mis sur le marché. Ce principe de la REP, il est ancien, puisque ça remonte à une directive de 1975, des travaux de l'OCDE, de même antérieurs à la fin des années 60. Et la directive européenne sur les emballages, qui date de 1994, est un peu fondatrice. Alors je dis fondatrice et en même temps, sur les emballages, pardon, ce n'était pas forcément une filière REP. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais vous perdre.
Donc simplement, au niveau des filières de responsabilité élargie de producteurs, il y a donc des filières qui sont imposées par la réglementation européenne. Donc la plus ancienne que nous connaissons, ça va être les emballages, qui est obligatoire en France depuis 1993 et valable, obligatoire également dans toute l'Europe, dans tous les pays européens. On a celle des imprimés graphiques sur les papiers, les notices notamment, puisque l'élargissement du périmètre de la filière des papiers il y a quelques années aux notices a considérablement élargi le nombre de metteurs en marché assujettis à cette filière. Les pilets accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et donc, vous pouvez voir simplement que dans le bloc avec le point vert, sans parler du logo point vert à ce moment-là, c'est la France. C'est que nous aimons particulièrement les dispositifs de responsabilité élargie du producteur et que nous en avons créé bien plus que ce que nous obligeait la Commission européenne, l'Europe. Et de toutes ces filières vont découler des marquages qui vont devoir être déclinés sur vos produits, sur vos emballages. Et c'est ce dont nous allons parler. Pour bien comprendre le principe de la responsabilité du producteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, le producteur a deux possibilités pour mettre en place les filières REP. Soit il fait appel à un éco-organisme, soit il met en place un système de gestion individuelle. Les systèmes de gestion individuelle existent, ils sont assez rares et dans des domaines très spécifiques, pour une typologie de déchets qui peut être maîtrisée de bout en bout. Donc très souvent, les entreprises ont fait le choix d'une responsabilité collective, de faire prendre en charge cette responsabilité, pas en adhérant à un éco-organisme. Aujourd'hui, et nous sommes au CFIA avec, dans le hall conditionnement et emballage notamment, vous connaissez peut-être certainement Citeo, qui est l'éco-organisme sur les emballages, mais il y en a d'autres dans les emballages. Il y a Adelph et il y a l'Eco également. Et il y a en fait, et nous en tant que consommateurs, on connaît par exemple l'éco-participation que nous payons sur les déchets d'équipements électriques et électroniques quand nous achetons par exemple un téléphone, quand nous achetons un lave-linge. On le connaît aussi sur le mobilier. Mais en fait, dans la slide d'avant, vous avez vu qu'en fait nous payons, nous, à travers le prix de nos produits, des éco-participations sur l'ensemble de ces filières, mais nous ne le savons pas forcément en tant que consommateurs ou usagers. Et ces financements vont servir, alors malheureusement ça ne marche pas la petite, je ne peux pas vous montrer en pointant malheureusement. Donc quand on achète un produit, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement le producteur, lui, va contribuer, va verser une éco-contribution à l'éco-organisme pour les différentes typologies de déchets qui vont être générés par le produit mis sur le marché. Ici, j'ai pris l'exemple d'un jouet, d'un robot électronique. Donc, on a ici une filière. Ce jouet va contribuer sur la partie déchets d'équipements électriques et électroniques parce que c'est un robot électronique. Il va contribuer pour sa partie emballage. Il va contribuer sur sa notice, parce qu'à l'intérieur, il y a une notice. Pour peu qu'il ait une petite lampe qui clignote, il va y avoir une éco-contribution sur la lampe et une éco-contribution sur la pile qui sert à le faire marcher. Donc vous voyez que pour un même produit, on peut avoir plusieurs éco-contributions, plusieurs filières qui sont concernées. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous, consommateurs? Et moi, je tiens à le redire en conférence au maximum, puisque c'est une conférence que je donne de temps en temps. C'est que nous, citoyens, notre devoir, en contrepartie de l'éco-contribution que nous avons payée au moment de l'achat du produit, c'est de jeter le déchet au bon endroit, dans la bonne poubelle. Donc la pile avec les piles auprès du distributeur, l'emballage dans le bac jaune ou d'une autre couleur, s'il est d'une autre couleur selon le territoire, la notice également dans le bac jaune ou dans le bac papier, etc.
Donc, pour que ces systèmes fonctionnent bien, véritablement, il faut que le consommateur soit averti. Et malheureusement, après 30 ans d'existence de la REP, force est de constater que la plupart du temps, nous méconnaissons, les consommateurs méconnaissent ces systèmes qui sont effectivement complexes. Et ils sont destinés, effectivement, quand vous jetez dans le bon bac, effectivement, derrière, vous avez une chance que votre produit soit recyclé ou tout du moins démantelé dans de bonnes conditions. Et qu'on rentre véritablement dans un système d'économie circulaire. Si on le jette au mauvais endroit, on a payé pour rien, on paye encore plus de taxes d'enlèvement des ordures ménagères et on a tout perdu. Donc, ce n'est pas le bon geste. Alors, voilà pour le rappel du système. Alors, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est une loi qui a été très importante pour le principe de la REP, parce que jusqu'à cette loi, on avait constaté que les textes qui régissaient la matière étaient vraiment épars dans différents textes et ça manquait de lisibilité. Donc l'avantage de la loi AGEC, c'est qu'elle a permis de créer une branche de droit ad hoc. Et ça, c'est une avancée. Et parmi les avancées, il y en a eu beaucoup. D'une part, la loi AGEC crée de nouvelles filières REP. On va avoir une filière REP sur les jeux et jouets qui démarre cette année. On a une filière sur les mégots. On a une filière également à venir sur les emballages industriels et commerciaux à partir de 2025, ce qui va être un tsunami pour nous tous, qui aujourd'hui présent. Ça va coûter très cher, c'est certain. Et l'objectif de la loi AGEC a été de véritablement faire comprendre aux consommateurs ses obligations. Il n'a pas malheureusement d'obligation, je dis malheureusement, c'est voulu. En tout cas, le système de tri pour faire connaître aux consommateurs, aux usagers, les systèmes de tri, d'où les marquages. Donc là, malheureusement, c'est un peu petit. J'imagine que vous avez plus de mal. Mais je crois que de toute façon, le PowerPoint vous sera transmis après la conférence. Donc avec la loi AGEC, il y a deux points importants. D'une part, la loi impose et réaffirme donc les obligations de marquage et de signalétique sur les produits. Et dans le même temps, vise à interdire les marquages induisant de la confusion pour les consommateurs. Véritablement, cette loi est destinée à ce que tous les usagers sachent où jeter quoi. Alors, il y a eu un arrêté du 30 novembre 2020 qui a fait parler de lui, parce qu'il est sorti le 25, il a été publié le 25 décembre, c'était un beau cadeau de Noël, puisqu'il interdisait dès le 1er janvier 2021, donc 6 jours après, l'apposition du logo point vert. Et donc ça a été un tsunami parce que, évidemment, quasiment l'intégralité des produits, encore aujourd'hui, portent le logo point vert. Et ensuite, on a eu le décret du 29 juin 2021, donc plus récemment, qui a listé qui a défini les contours de l'infotri, donc qui allaient être apposés, qui vont être apposés sur les différents produits et emballages. Alors donc, comme je disais, l'arrêté du 30 novembre, je reviens sur donc le point vert. Donc effectivement, il y a eu cet arrêté qui a interdit l'apposition du logo point vert sur les emballages en France à compter du 1er janvier 2021. Évidemment, comme c'était prévu ce point était prévu dans la loi AGEC, mais évidemment avec un arrêté sorti vraiment quelques jours avant l'interdiction opérationnelle. La mise en pratique de l'interdiction, ça a été très complexe et ça a fait peur à beaucoup, à juste titre.
Il y a eu donc un recours et depuis en fait une ordonnance du Conseil d'État de la mi-mars 2021, l'application de cet arrêté est suspendue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours dans l'incertitude de savoir est-ce que le point vert est interdit ou pas. Mais on va voir qu'après, de toute façon, aujourd'hui, je pense que globalement, à part donc en Espagne et à Chypre, où le point vert reste obligatoire en Europe, dans les autres pays, il peut être recommandé. En Allemagne, il est encore recommandé. Mais globalement, dans les autres pays, il est facultatif, en sachant que le point vert, c'est en fait un logo de marque. Et non pas, ça n'a pas la signification de recyclable. Et donc, comme ça semait la confusion, c'est la raison pour laquelle il y a eu cet arrêté visant à l'interdire, entre autres. Par ailleurs, donc, l'obligation du Triman donc, est obligatoire depuis ce 1er janvier 2022. Donc là, encore une fois, c'est une contrainte franco-française. On aime bien les difficultés. Et on va en parler un petit peu plus. Donc en fait, clairement, en France, le point vert doit disparaître et est remplacé par le logo Triman. Alors un petit calendrier d'application pour ces obligations de marquage. Donc, je vous le rappelle, au 1er janvier 2021, le point vert a été interdit. Au 15 mars, l'interdiction a été suspendue. On attend une décision au fond du Conseil d'État qui n'est toujours pas intervenue à ce jour. Depuis le 3 juillet 2021, on a un marquage de certains produits, je vais y revenir un petit peu après, des marquages qui ont été imposés par l'Europe, donc qui sont opérationnels depuis le 4 juillet 2021. Donc, au 1er janvier 2022, le Triman est obligatoire sur tous les produits et tous les emballages qui bénéficient d'une filière de tri. Donc, toute la liste que je vous ai montrée de filières de responsabilité élargie de producteurs, que je vous ai donc montré dans les premières slides, il va y avoir une infoterie pour chacune de ces filières qui sera obligatoire et assortie obligatoirement du Triman. Dans le délai de mise en œuvre de cette infoterie assortie du Triman, vous aurez 12 mois, alors pour la filière emballage qui a été la première à sortir l'infoterie validée par les pouvoirs publics, vous aurez 12 mois à compter du 9 septembre 2021, donc jusqu'au 9 septembre 2022 pour transformer vos emballages, donc 9 septembre c'est demain. Et à partir du 9 septembre, vous aurez encore 6 mois pour écouler les stocks fabriqués avec les anciens logos. Donc, au 8 mars 2023, c'est terminé. Il n'y aura plus de tolérance. Tous les emballages, en l'occurrence tous les emballages, devront porter l'infoterie avec le logo Triman. Pour les autres filières, qui sont les autres filières dont je vous ai parlé, les pilets accumulateurs, les déchets d'équipements électriques, électroniques, etc., les différentes infoteries sont en cours de publication. Pour certaines, elles sont déjà publiées, je vais vous en montrer. Et vous avez ces mêmes délais de 12 mois et de 6 mois. 12 mois pour transformer vos emballages et 6 mois pour écouler les derniers stocks. Donc la difficulté, c'est qu'effectivement, dans l'année, vous allez devoir changer plusieurs fois les marquages sur vos emballages et sur vos produits. Parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas encore abouti. Donc là, puisque nous sommes au CFIA, j'ai quand même accentué sur l'infoterie des filières emballage et papier. Donc vous voyez à gauche l'ancienne infoterie qui était volontaire et qui ouvrait à l'époque droit à un bonus en matière d'éco-contribution pour les metteurs en marché. Cette infoterie à gauche n'est donc plus valable depuis ce 1er janvier. Elle doit être remplacée obligatoirement par les infoteries que vous trouvez sur votre droite. Alors, il y a multiples déclinaisons de l'infoterie
Elles sont construites à peu près pareil, toujours donc le logo Triman obligatoire quoi qu'il arrive, une indication, le tri facile, des indications de couleurs, mais là aussi on peut avoir des versions monochromes selon les pays. On a des marquages multi-pays parce que effectivement ce qui est valable en France n'est pas forcément valable en Espagne, en Allemagne, etc. Aujourd'hui, l'éco-organisme cités, enfin les éco-organismes dans la filière emballage ont diffusé auprès des producteurs les planches d'infotri depuis déjà le mois de septembre dernier, donc. Et il y a grosso modo une centaine de déclinaisons de ces marquages, mais qui devront toujours avoir à peu près cette forme, hein, c'est obligatoire. Tous les composants d'emballage doivent être distingués dans l'infoterie. Alors les différents composants, ça va quand on a une bouteille parce qu'on a un bouchon et une bouteille, on va dire que ça va. C'est plus compliqué, ça va être plus compliqué dans les jouets où, vous voyez, où là on peut avoir une multitude d'emballages. Mais évidemment, donc on risque d'avoir des infoteries à rallonge. On peut se cantonner à 3 blocs de présentation. Mais enfin, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour le vert, la couleur doit être verte, hein, puisque c'est la couleur du bac. Et ils ont gardé essentiellement la couleur jaune pour indiquer aux consommateurs que c'était à trier, puisque 70% du territoire est équipé d'un bac jaune pour le tri. Donc on a aussi ces marquages sur nos papiers, donc les journaux, les notices, les différents papiers que nous utilisons. Et ils sont donc obligatoires également, en plus de l'emballage. Hein. Là encore, alors on a des... évidemment, quand l'emballage est trop petit, on a des possibilités de dématérialiser en partie, mais pas le Triman. Hein. Même quand l'emballage est tout petit, le Triman va devoir être apposé. Ce qui peut être éventuellement dématérialisé, ça va être la consigne de tri. On peut avoir un QR code qui renvoie du coup à la consigne de tri intégrale. On a des contraintes en termes chromatiques, hein, comme je vous disais, de couleurs, etc. Et puis on a aussi des contraintes en termes de typographie. Alors ça c'est un petit peu gênant parce que vous allez voir, là je vous ai mis les infotries publiées dans les autres filières. Alors la difficulté, je dirais, pour tous les produits et tous les metteurs en marché et tous les fabricants, c'est que, d'une part, va-t-il falloir agrandir l'emballage pour mettre les infotries, parce que je vous ai montré le petit jouet au début, et grosso modo, le petit jouet, en dehors du textile et des médicaments non utilisés, il va avoir tous les marquages. Donc ça va faire des listes assez importantes. Aujourd'hui, il y a quand même, nous, on a beaucoup de metteurs en marché qui viennent nous voir en nous disant mais comment je fais pour imbriquer mes consignes de tri, comment je fais pour indiquer aux consommateurs, pour être en conformité. C'est un vrai problème. Comme je vous disais, pour la partie emballage, on a une variation, voilà, vous avez une centaine de possibilités de marquage, enfin de variations. Alors, il n'y en a pas forcément autant dans le domaine des lampes, des piles et accumulateurs, mais il y en a aussi beaucoup. Donc, je vous dis, hein, quand il va falloir apposer tous ces marquages sur les produits et sur les emballages, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et puis, il faut être en conformité. Et puis alors, est-ce qu'il va falloir répéter le logo Triman, du coup? Parce qu'il faut le répéter sur la notice, il faut le répéter sur l'emballage, il faut le répéter sur le produit. Ou bien, est-ce qu'un seul Triman va suffire ou pas? Et aujourd'hui, ces questions-là ne sont pas tranchées. Clairement, les éco-organismes ont publié les infotries, mais chacune individuellement, sans prendre en compte que potentiellement des produits allaient être concernés par tous ces marquages. Alors, je vous ai parlé de la réglementation au début, en vous disant que la loi AGEC, elle avait quand même fait une mesure visant à interdire les marquages prêtant à confusion.
Bah là, j'avoue, hein, alors là c'est mon avis personnel, j'avoue que je pense que quand on aura tous ces marquages-là, ça va devenir compliqué, même ça va prêter à confusion, il me semble. Et puis, là, ce sont les marquages européens qui se surajoutent encore à ceux que je viens de vous présenter. Pour certains types de produits. Alors on les retrouve pour les serviettes hygiéniques qui vont faire l'objet d'une filière de responsabilité élargie du producteur à compter de 2024. Donc on a les logos qui vont se superposer encore. Vous avez les marquages sur les lingettes pré-imbibées, pareil. On va avoir une nouvelle filière REP aussi sur les lingettes. Donc des marquages qui se surajoutent. Les produits du tabac, ils sont contents. Ils avaient un paquet neutre. Ils vont avoir des paquets de toutes les couleurs avec des marquages particuliers, parce que là aussi, il y a une filière sur les mégots, donc à nouveau des marquages. Et des marquages sur les gobelets. Bon, même s'il y a eu effectivement une action déposée par les producteurs en annulation de ce règlement, ça n'a pas abouti. Oh là, je vois qu'il me reste peu de temps. Alors, simplement, quelques exemples qui viennent de sortir. On parlait de la loi AGEC qui veut éviter les marquages confusants pour dire aux consommateurs, surtout trier. Ça, c'est positif. Mais là, on commence à voir des choses qui, d'une part, ne sont pas conformes. D'autre part, je ne sais pas si le consommateur va s'en sortir. On a, par exemple, alors j'ai donné un marquage donc pour la presse. Donc effectivement, c'est dans un quotidien sur lequel nous sommes abonnés. Le marquage est conforme à l'intérieur de la publication en elle-même. Donc le marquage à gauche est conforme à la loi et à l'obligation au 1er janvier 2022. Ce qu'on peut regretter, c'est que la pochette papier qui accompagne ce quotidien ne comporte pas l'infoterie sur le papier. Et donc, il n'est pas conforme. C'est-à-dire qu'on peut être des grandes marques et méconnaître la réglementation ou la connaître que partiellement. Et puis, à droite, c'est un grand fast-food que tout le monde connaît, qui a transformé ses emballages, donc, qui a mis des marquages sur ses emballages. C'est une bonne initiative. Le souci, c'est que là, moi, je ne suis pas sûre que le consommateur il s'en sorte, parce qu'on a pensé au tri emballage carton. Bon, ça, c'est ce qui est valable en France. Alors, ce marquage, tel qu'indiqué sous cette forme-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus valable. Il faut qu'il soit impérativement dans cette forme de S, je ne sais pas comment le décrire. Donc, le marquage n'est pas encore conforme à ce niveau-là. Et vous avez le marquage européen, obligatoire sur les gobelets, avec produits contenant du plastique. Alors, on lui dit à trier, c'est du carton, et en dessous, on lui dit c'est du plastique. Il n'y comprend plus rien, je crois. Enfin, bon. Moi, je dis trop de logo, tue le logo, mais bon, voilà. Voilà. Je reste dubitative sur, finalement, la concrétisation de cette loi, de cet article de loi qui était intéressant au départ, mais qui, dans la pratique, pose problème. Et puis là, on croit que c'est un vieil emballage. Non, je vais vous dire, c'est un gâteau que j'ai acheté la semaine dernière. Là, c'est vraiment pas un emballage conforme. Il y a marqué à trier ou pas. C'était une boîte carton, donc clairement c'est à trier. Et le logo point vert est interdit. C'est pourtant une marque franco-française, c'est une grande marque. Donc clairement aujourd'hui, il y a encore du travail. Nous, on constate tous les jours que les marquages ne sont pas conformes et qu'il faut agir. Et ça, voilà, c'est important parce qu'en termes de sanctions, voilà, ça c'est la loi climat, donc plus récente que la loi AGEC, qui s'est prononcée sur la sanction. Donc c'est 15 000 € pour une personne morale. Bon, voilà. Donc je vous invite à rendre vos marquages conformes et surtout de vous tenir informés dessus pour l'avenir, parce qu'il va falloir transformer en 2022 vos emballages et vos produits.
Voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Je remercie encore le CFIA et Madame Enenbik en particulier pour leur invitation à venir présenter voilà, cette conférence. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.